Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va aborder le sujet du recrutement. Comment un recrutement efficace réduit vos dépenses? Alors, on le sait, hein, un recrutement raté peut coûter cher, voire très cher à l'entreprise. Et donc, on va en discuter et avec trois experts qui sont là ce matin pour voir un petit peu ce que vous pourriez mettre en place pour éviter ça. On va faire un petit tour de table. On va commencer par Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Donc, Émilie Sidney, responsable de BU au sein du cabinet Amaris Act sur tous les sujets RH et CIRH. Hop. Bonjour Marie. Bonjour, Marie Calvo. Je suis directrice du Customer Success pour Cegid dans la Business Division Enterprise, donc sur tous les sujets RH, mais aussi paye et tout ce qui est finance. Et puis Myriam. Salut Myriam. Salut, bonjour, Myriam Etier. Donc, je suis Product Marketing Manager sur l'offre CGDHR dans la Business Unit, la Business Division Enterprise. Et ravie de participer à ce webinaire avec toi, Christophe et Marie et Émilie. Eh ben de même. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que coûte un recrutement aujourd'hui, Myriam? Oui, alors il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Il y en a une particulièrement que j'aime bien citer, c'est celle de Deloitte, où le coût moyen lié au remplacement d'un employé est estimé à environ 1,5 fois à 2 fois le salaire annuel d'un employé. Alors là-dedans, souvent on inclut les coûts liés aux annonces d'emploi, les agences de recrutement, tout ce qui est vérification des antécédents, et puis les entretiens, le temps associé aux entretiens. Et puis, on voit très bien que souvent, un recrutement inefficace se traduit par clairement une augmentation des coûts, particulièrement lorsque l'employé recruté ne convient pas ou doit être remplacé ou il s'en va tout de suite avant la fin de la période d'essai. Ça, Ouais, c'est, je dirais. t'as le Mm, coût du onboarding raté, oui, également à prendre en compte si la personne part en cours de route, c'est ça. plus le re-recrutement, on va dire. Émilie, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Alors, tout à fait d'accord, tu as bien fait de mettre en exergue la partie intégration qui, elle aussi, coûte cher, tant en termes de temps accordé qu'en termes de montée en puissance en fait, de la nouvelle personne embauchée. Parce qu'en général, on considère que avant d'avoir un ROI sur une embauche, selon les emplois, il faut attendre 3 à 6 mois. Donc, si la personne part pendant la période d'essai, c'est en fait, là, on n'aura jamais eu de ROI sur ce fameux recrutement. Ensuite, au niveau des coûts et des impacts d'un recrutement, d'une erreur de recrutement, il y a aussi des coûts indirects auxquels on ne pense pas forcément, notamment l'impact au niveau de la relation client, le fait d'avoir des changements d'interlocuteur, c'est des pertes d'opportunités concrètes. Si je prends par exemple un exemple qui me tient à cœur, le conseil, l'impact est notable. On a également des pertes d'opportunités en cas de perte de compétences, surtout dans les cas de monopole de compétences. Et aussi les impacts sur les équipes en place, avec la charge de travail et potentiellement l'effet des démissions en cascade. Ouais, t'as ça, et ce qu'on mesure aussi là depuis quelques années, c'est l'impact au niveau de l'absentéisme. C'est-à-dire que quand tu as un trou dans une équipe, c'est un terrain qui est propice à l'accroissement de l'absentéisme. C'est-à-dire que les collaborateurs se disent, bon, bah, j'en ai marre, je vais pas absorber la charge de la personne qui n'a pas été recrutée. Et donc ça peut même provoquer de l'absentéisme de longue durée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger, l'impact auprès des équipes. Marie, tu as des conseils par rapport à ça? Effectivement, je suis d'accord il faut faire très attention à cet effet domino sur les systèmes d'absentéisme, etc. Et lorsqu'on regarde énormément, en fait, c'est en termes de ROI, c'est effectivement, c'est quoi concrètement le chiffre d'affaires qui est apporté par un collaborateur. Si on prend le nombre de collaborateurs, on divise le chiffre d'affaires de la boîte, combien m'apporte par jour un collaborateur, et donc combien ça me coûte en réalité de ne pas, qu'il manque quelqu'un. Et donc ça, c'est des choses qu'on va regarder avec nos clients. Alors bien sûr, on ne peut pas le chiffrer comme je viens de le dire, c'est totalement,
c'est totalement… voilà, mais ce qu'on sait, c'est que la réalité, c'est que quand il manque quelqu'un, ça a un impact sur les équipes, ça a un impact sur la relation client, tu viens de le dire, Émilie, et ça a un impact également sur tout ce qui est marque employeur de façon générale, parce que le suivi des collaborateurs est très, très difficile. Et donc, du coup, là où on travaille énormément avec nos clients, c'est sur améliorer en fait le temps de réponse et le temps de recrutement. Ce qu'on constate en moyenne chez nos clients, c'est des clients qui utilisent bien leurs ATS et donc qui du coup utilisent à fond les fonctionnements, les usages, peuvent réduire en fait le temps de recrutement par recrutement alors 2 à jusqu'à 15 jours sur la durée totale du recrutement, ce qui, quand on multiplie par le coût que ça représente, en fait, ça peut être vraiment des vrais retours sur investissement qui peuvent se constater. Et encore une fois, il y a l'outil, bien sûr, mais il y a surtout l'usage qu'en fait cet outil et la façon dont il a été mis en place. Alors, tout ça, ça résume une idée, c'est qu'en fait, il y a de la perte de productivité. T'as des exemples là-dessus, Myriam, en Oui, termes de productivité et d'impact? oui, clairement, en fait, ce qu'on dit en termes de productivité, c'est qu'il faut 3 à 6 mois pour un collaborateur avant d'être complètement, on va dire, productif. Et donc ça, clairement, ça a un impact sur la performance de l'entreprise et une perte de productivité qui peut être clairement aggravée et commencer dès le mauvais processus d'intégration. Si le processus d'intégration est mal pensé, la productivité est d'autant plus impactée. Et ça, clairement, enfin, dans les études de Work Institute, on disait que ça pouvait atteindre jusqu'à 33% du salaire annuel du poste concerné. Et donc, clairement, avoir un impact de productivité et de coût à partir du moment où cette durée d'intégration est longue, complexe, mal organisée, mettons, et si en plus la personne est pas adaptée, alors là on a le combo gagnant de la perte clairement de frais, de tout ce qu'on a pu engager auparavant avant de recruter cette personne. Donc, c'est un double effet qui se coule, quoi. Productivité et coût en amont. Donc, voilà, autant s'en occuper clairement dès le début de cette productivité et de faire en sorte de recruter le bon collaborateur dès le départ, on va dire. Ouais, et puis de mettre en place un vrai process d'onboarding, parce que quand on dit 3 à 6 mois pour que la personne soit opérationnelle, ça veut dire qu'il a été accompagné, qu'il a été formé. Mmh, La moyenne, en fait, intégration en France, elle est beaucoup plus élevée, hein. On est mmh. au-delà de 3 à 6 mois sans process, hein. Ouais, ça dépend, je Bon. pense, beaucoup des métiers, ouais. Et puis peut-être aussi des compétences. On voit clairement qu'il y a un vrai sujet de compétences aussi lié à la productivité. On recherche des Ouais. compétences bien particulières en ce moment sur des métiers comme l'IA ou des choses comme ça. Et donc, si en plus, je dirais, il y a eu une erreur sur la compétence qu'on recherchait, là, on n'atteint pas la productivité qu'on aimerait atteindre, quoi. De plus, en fait, ce que tu dis, je rajouterais même qu'on recherche des compétences qui souvent aujourd'hui n'existent pas ou ne Mmh, correspondent pas à ce que l'entreprise attend. Et donc, l'entreprise doit investir beaucoup plus massivement en formation dès le départ. Et si elle a fait une erreur dans son recrutement, c'est-à-dire que la personne n'a pas les soft skills suffisants pour s'adapter et acquérir ces nouvelles compétences, alors là, mmh. c'est le drame absolu parce que les formations auront beau avoir lieu, ça ne matchera pas. Donc, effectivement, il faut et il va falloir de plus en plus ne pas se planter dans les recrutements qui vont être opérés du fait de cette volatilité des compétences attendues, qui ne sont pas forcément présentes sur le marché. Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Ah, tout à fait d'accord. En plus de la volatilité des compétences, on a la volatilité aussi des collaborateurs, parce qu'on pense qu'on a passé la phase avec la grande démission. Pour autant, pas forcément, parce qu'une étude montrait dernièrement que cette année, à peu près 25% des cadres pensent à changer d'emploi. Donc, le recrutement est important. La phase d'intégration, comme tu disais, Christophe, le fait de sécuriser ces recrutements quand ils sont bons,
sont également cruciaux. Je pense qu'il y a quand même moins de mouvements cette année que les années précédentes. Le marché s'est peut-être un peu resserré quand même, hein, au niveau de Ça l'emploi. dépend du secteur Ça d'activité. dépend des secteurs, ouais. Dans le conseil, je pense que tu as raison, ça peut encore, au niveau des ESN, je pense que c'est quand même encore très volatile, hein. Il y a un taux de turnover qui est au-delà de 40%, je crois. Enfin, quand on est à 40% en ESN, on est content en général. Mais c'est vrai que, non, mais c'est les chiffres, hein. Les taux de turnover sont délirants, hein. Et tu as des industries en France où le taux de turnover est à 70-75%, hein. On a même des clients qui Mm. montent jusqu'à 100% de turnover, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont recruter plusieurs fois sur le même poste tous les ans, ce qui est, enfin, quand on y réfléchit, assez absurde. Enfin, voilà, d'où l'importance effectivement d'une très très forte mise en place de processus très clairs sur à la fois l'intégration et d'une vraie cohérence en fait dans le processus. C'est-à-dire que si le candidat il a eu un processus de recrutement qui s'est bien passé, qui a été très fluide, etc., il va s'attendre à ce que ce soit la même chose une fois qu'il arrive dans l'entreprise. Et s'il y a une rupture en fait dans le process, hein, concrètement, j'avais des outils hyper performants sur le recrutement, puis j'arrive dans l'entreprise et c'est la catastrophe. Du coup, en fait, là, on perd le candidat aussi. Donc, c'est vraiment cette notion de cohérence sur toute la durée du processus et sur toute la vie du collaborateur. Et même aussi au moment du départ des collaborateurs, puisque ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a de plus en plus de salariés boomerang. Et donc, du coup, tenir compte de ces allers-retours et donc, du coup, maintenir, je dirais, un niveau de relation avec les collaborateurs et avec les candidats qui est de bonne qualité, comme on le fait avec des clients. Un client qui part, si on a cette bonne relation jusqu'au bout, on a des chances de le voir revenir. Ce ne sera pas le cas si on l'a dégagé. ouais. Voilà. Et ben, c'est pareil avec les collaborateurs. Si on garde des bonnes relations, même au moment du départ, on a plus de chances de voir revenir des gens que potentiellement on avait envie de revoir revenir. Ouais, après le salarié boomerang, c'est aussi, je pense, contextuel. C'est un effet socio-économique. Parce qu'on sait très bien que sur les 3-4 dernières années, les entreprises ont eu beaucoup de mal à recruter les talents qu'elles souhaitaient attirer. Donc elles ont upgradé les salaires. Donc les gens sont partis souvent pour un meilleur salaire et se sont rendus compte, comme tu le dis, qu'ils arrivaient dans des boîtes qui n'étaient pas carrées. Souvent, quand tu recrutes avec un salaire au-dessus du marché, c'est que C'est qu'il y a un loup. voilà, c'est que t'es pas forcément très clean chez toi. Et donc ça provoque très souvent l'effet boomerang. C'est-à-dire, ah, j'y vais parce qu'on me propose 10 cas de plus. Ah, et puis au final, je me dis, merde, j'ai fait une connerie. Hop, retour arrière. Donc ça, on le voit beaucoup, mais je trouve que c'est aussi lié à ça, au Mm. marché et à ces effets d'augmentation de salaire. On va pas se mentir, hein, le salaire reste toujours dans le top 2, le top 3 des attentes candidats. Oui, après, il y a peut-être un autre élément, c'est que quand le collaborateur a été recruté, c'est son suivi après dans l'entreprise et sa fidélisation. Je pense que ça aussi, de plus en plus de collaborateurs attendent ça. C'est-à-dire, il suffit pas juste d'être recruté, comme tu disais, pour 10 Ouais, cas supplémentaires, d'obtenir le poste peut-être de rêve que tu avais dans ton imaginaire, mais que le reste suive, quoi. Le ouais. onboarding, le suivi de la performance, et puis tout ce qui va être gestion de la carrière. Parce que si au bout d'un an, globalement, les promesses ne sont pas tenues, c'est un peu comme un produit, hein, quelque part, hein, Exactement. on en Bah, revient. C'est c'est ce que dit un peu Maria en commentaire. D'une autre façon, Maria dit, je pense que les jeunes générations s'ennuient très vite dans leur ouais. job et Mmh. cherchent à élargir leurs compétences en cherchant ailleurs. Alors, je précise juste un truc, parce qu'on est toujours en train de parler des jeunes générations. Mmh. Juste pour info, les amis, les jeunes générations, c'est la minorité dans le monde du travail en termes de volume d'effectifs présents en poste. Donc, la majorité des gens qui travaillent ne sont pas des jeunes générations. Donc c'était juste un petit point de cadrage. Mais ce qui est vrai, Maria, dans ce que vous dites, c'est que oui, ils s'ennuient, mais pourquoi ils s'ennuient? Bien souvent, et là je rejoins Myriam, parce qu'ils n'ont pas de perspective en interne, ou ils n'ont pas la connaissance d'un plan de carrière éventuel et d'une évolution possible dans l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, la plupart des salariés connaissent environ 30% des jobs de leur propre entreprise. 30%, c'est pas beaucoup, hein.
Et donc, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire et de comment ils pourraient se projeter dans l'entreprise. Même Myriam, si je lui demande, je suis sûr qu'elle connaît pas tous les métiers de Cégide. Non. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais pour autant, tu dois avoir une plateforme carrière Mm, où tu peux, si tu as envie, aller consulter les exactement. compétences, les métiers. Voilà. Mm. Donc je pense que c'est ça aussi le problème, c'est donner plus de visibilité, plus de vision aux salariés pour pouvoir se projeter. Oui, puis il faut qu'il y ait vraiment un lien entre les compétences recherchées et le recrutement. Vraiment ça c'est super important pour pas se tromper et le couplage, en tout cas en termes de produits, entre un talent d'acquisition et par exemple, la gestion de la performance, la gestion de carrière est super importante. On voit l'intérêt d'une suite là-dessus. Ouais. Alors Maria, je suis d'accord, hein, c'est vrai que le j'y suis, j'y reste, ça a disparu, on fait plus carrière 15-20 ans dans une boîte. Et oui, c'est multigénérationnel, je pense que ça touche tout le monde, c'est le cas aujourd'hui. Marie, comment on suit ces indicateurs là de performance, notamment de période d'essai, voire même de onboarding? Alors, enfin, un peu basique, hein, mais la réalité, c'est que pour le suivre, il faut que la data existe. Et pour que la data existe, il faut avoir des outils qui permettent d'alimenter cette data. Il n'y a pas de miracle, on ne la sort pas du chapeau. Et donc, du coup, la réalité, c'est que pour pouvoir mettre en place des KPI, il faut d'abord avoir des processus qui soient informatisés, de façon à pouvoir récolter les données. Et à partir du moment où on obtient ces données, on aura la possibilité de les suivre. Alors nous, en tant que CSM, on les suit avec nos clients. On accompagne nos clients dans la définition des KPI qui permettront d'appréhender au mieux la réussite de leurs objectifs. Et on va les accompagner en fait sur comment mettre en place les meilleurs processus possibles. Alors on n'est pas tout seul, hein, Émilie, je pense que tu pourras. Voilà, c'est effectivement en général, nos clients sont aussi accompagnés par des conseils, des accompagnants qui les aident à mettre en place les meilleurs processus possibles pour, au-delà d'avoir un bon outil, mettre le meilleur dans l'outil de façon à avoir les process qui soient les plus optimisés possibles par rapport à ce qu'on souhaite, aux résultats qu'on souhaite obtenir. Donc ça, c'est Et la en base. termes de performance, souvent on entend des managers, des RH, des recruteurs dire, euh, enfin, l'impression qu'on a depuis plusieurs années quand même dans le recrutement, c'est que plus on a de CV, plus on a de candidatures, mieux c'est. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même en train de switcher Alors, sur autre chose. on travaille beaucoup sur la qualité avec nos clients. C'est-à-dire, là, on va beaucoup regarder, c'est ce qu'on va appeler deux taux qu'on va regarder. Un, bien sûr, le taux de transformation finale, c'est-à-dire par rapport aux origines de candidature et la façon dont les candidats sont arrivés. On va regarder sur 100 candidats que j'ai reçus, combien j'en ai effectivement embauché. Alors, le problème, c'est que ce taux-là, par définition, il est un peu biaisé parce qu'on n'en recrute qu'un de candidat, a priori. Voilà. Donc, après, ce qu'on va regarder aussi, c'est les taux un peu intermédiaires, c'est-à-dire quel est le taux de refus direct. Donc, concrètement, sur 100 candidats que j'ai reçus, combien ont, entre guillemets, été refusés sans même qu'on les ait appelés, parce que dès le CV, on se dit non, mais en fait, ça n'a rien à voir, ou dès le CV, ou parce que la réalité, c'est qu'on a de plus en plus de clients aussi qui vont mettre en place des questionnaires, qui vont mettre en place des tests, Ouais. de toutes sortes, et qui permettent effectivement de mesurer en fait alors soit effectivement les compétences personnelles des candidats, des compétences techniques parfois, hein, voilà. Euh, et donc tout ça, ça permet effectivement de réduire en réalité le nombre de candidats qui arrivent dans la banette du recruteur, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, hein, de traiter 50 000 candidatures, et surtout d'avoir un taux de refus direct qui baisse le plus Ouais. possible. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on observe avec nos clients, c'est travailler sur l'optimisation du nombre de candidats reçus et surtout sur la rapidité de traitement pour que du coup, on ne passe pas de temps sur les candidats qui ne sont pas intéressants. Ok. Ça veut dire quelque part qu'il va falloir travailler davantage sa marque employeur pour avoir un sourcing vraiment le plus qualifié possible. Myriam, toi qui es une spécialiste de la marque employeur, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Bah, clairement, oui. Bon, il y en a un, il y a Glassdoor, vous savez, vous connaissez tous, hein, qui permet de savoir quelle est l'expérience candidat vécue par vos propres candidats. Ça, c'est un bon indicateur pour savoir si aujourd'hui vous attirez correctement vos collaborateurs, vos candidats, et ce qu'ils pensent de votre marque employeur. Donc ça, c'est un bon élément. Bon, globalement, en fait, 94% des entreprises considèrent que la marque employeur est essentielle. Bon, après, quand on a dit ça, OK. Et 69% des candidats estiment que la réputation de l'employeur est un facteur déterminant dans la décision de postuler. Donc, au-delà de dire que vous avez une bonne marque employeur, il faut que vous ayez la meilleure. Et donc ça, il faut la travailler avec des outils. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que 72% maintenant des candidats, au-delà d'avoir eu une expérience chez vous, après, ils vont le faire savoir qu'ils ont eu soit une très mauvaise expérience, comme je le disais, soit une bonne, soit une très bonne expérience. Donc, c'est un effet un peu domino, quoi, quelque part, et vertueux. Si vous la soignez, votre marque employeur, il y a des chances que globalement, il y a un effet très positif sur le retour, le nombre de candidats. Donc, comme le disait Marie, ça ne suffit pas d'avoir le nombre, il faut avoir la qualité de ces candidats et de faire en sorte que vous attiriez les bons, ceux que vous voulez vraiment, avec le référencement digne de ce nom. Voilà, donc tout ça est un ensemble associé à une proposition de valeur employée qui doit être travaillée dans comme une proposition de valeur produit, hein, quelque part, avec tous les bénéfices, les différenciants et tout ce qui est attirant pour les candidats et pour les postes que vous offrez. Je crois que, ouais, Émilie, tu as pas mal d'exemples là-dedans, je crois. Les processus candidats et les expériences Ouais. collaborateurs, oui, bien sûr. Déjà, le fait d'avoir une marque employeur forte, tu en as parlé, Christophe, en fait, du fait d'avoir à tirer les salaires vers le haut. Déjà, Mm. ce qui est constaté généralement, c'est que moins on est connu dans son secteur d'activité, plus on a des problèmes de réputation, plus le levier principal dans la négociation pour attirer des candidats et concrétiser avec eux, c'est la rémunération. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite en tant qu'entreprise et a fortiori en tant que recruteur. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est au niveau de la marque employeur. Souvent, alors c'est facile à dire, c'est qu'elle ne se décrète pas. Ce qui est important, en fait, c'est pas de faire un vœu pieux, c'est se baser en fait sur des pratiques, sur des usages réels au sein de l'entreprise pour vraiment capter et faire une force de l'ADN de l'entreprise. Parce qu'on a beaucoup de cas où il y a une image qui est très clairement affichée en externe qui ne correspond pas du tout à l'interne. Et dans ces cas-là, sur le long terme, c'est une perte. Parce que peut-être que ça va attirer des candidats. Après, le taux de personnes qui vont passer la phase de la période d'essai va être assez réduite parce qu'il y a un décalage entre ce qui est affiché et ce qui est constaté en fait par les candidats. T'as des exemples? Non, je rigole. Non, mais on en revient à l'importance de la cohérence sur l'intégralité du cycle de vie du collaborateur. C'est-à-dire que la marque employeur, elle se décrète pas, elle se vit. Et ce qui est important, c'est de recruter des candidats qui soient à votre image. Encore une fois, le recrutement, ça va dans les deux sens. C'est le candidat vous choisit et vous choisissez le candidat. Et le candidat reste et vous Ouais. gardez le candidat parce qu'il y a cette cohérence. Parce que si vous recrutez sur un affichage, sur des valeurs de greenwashing ou de tout ce qu'on veut, hein, voilà, et que dans la réalité, l'entreprise, c'est pas ça, le candidat, il ne sera pas en accord et du coup, peut-être qu'il restera un petit moment, mais au final, l'important, c'est qu'il reste sur le long terme, le candidat. Donc, c'est vrai pour, là, j'ai donné un exemple, voilà, mais c'est vrai aussi sur des valeurs qui peuvent être des valeurs de, ici, on est très, très cool, alors du coup, je fais un recrutement hyper, voilà, je tutoie les candidats, puis en fait, dans la réalité de l'entreprise, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Donc, l'important, c'est vraiment cette cohérence parce que pour attirer les candidats que vous voulez avoir en fait. Et parfois, les candidats que vous voulez avoir ne sont pas les candidats que le voisin veut avoir, et tant mieux, je dirais. Enfin, c'est même, C'est marrant cet exemple. J'en discutais avec une RH récemment du tutoiement en entretien. Et eux, ils l'avaient adopté parce qu'effectivement, ils étaient dans une culture cool et c'est ce qu'ils pratiquent en interne. Et ils se sont fait opposer ça par les candidats qui voyaient ça comme un manque de respect à l'entretien. Donc, ils sont repassés au vouvoiement. Mmh.
Et des jeunes, hein, tu vois, Oui, des non, jeunes mais générations qui, c'est donc, je pense qu'il y a aussi des tests à faire dans les pratiques mais pour autant, faut le mesurer. Ils l'ont mesuré. Ils ont Oui, mesuré avec des questionnaires, tu vois. C'est oui, pas c'est sorti du chapeau, quoi. avoir le voilà. feedback en fait Ouais, permanent, ouais, sur ces ouais. candidats. Voilà, on a de plus en plus de clients qui mettent en place des feedbacks, hein. Pardon, excuse-moi, Myriam. Oui, Je t'ai oui, non, mais tout interrompu. à fait, ouais, ouais, bah oui. Autant avoir le retour tout de suite et puis de réviser les messages ou la manière de faire plutôt que d'avoir après des avis négatifs sur le web et qui vont impacter gravement la marque employeur. Bah, clairement, si on revient au sujet des coûts, si ta marque employeur elle est nickel et que quelque part tu as des bons avis, Heu, obligatoirement, je pense que enfin, peut-être qu'on peut la voir ici, ça a un impact sur le cycle de recrutement, hein. Enfin, je sais pas, ça me semble Et être puis, évident, mais je sais pas si on le voit chez nos clients ça. alors directement, parce qu'en fait, concrètement, à Mmh. partir du moment où j'ai une marque employeur forte qui attire les candidats, ça veut dire que je vais avoir tout simplement des coûts en termes de publication qui vont diminuer. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de me faire le même coût marketing, entre guillemets, pour Mmh. attirer le même nombre de candidats, voire j'ai même plus besoin du même nombre de candidats. Donc, il peut y avoir vraiment un effet direct, plus tous les coûts dont on a parlé avant, qui sont en termes d'efficacité du recrutement. Ah, tu peux diminuer tes coûts de job board, tu peux diminuer tes ads. Tu as un coût direct aussi en sourcing, hein, plus t'es attractif. Mm. Et on le voit, hein, d'ailleurs, les job boards aujourd'hui sont en chute libre, hein, parce qu'il y a C'est quand même une montée en puissance des marques employées, une généralisation de la marque employeur. Aujourd'hui, même les PME s'y sont mis. Donc, Mmh. bon, après, ça facilite pas forcément la donne parce que du coup, les boîtes ont quand même toute tendance à se copier les unes les autres en termes de campagne. Il y a assez peu d'innovation finalement dans les accroches. d'où l'important de rester fidèle à soi-même. Parce qu'en fait, Ouais. plus on est fidèle et plus on est Du coup, ça fait une potentiellement. une super transition avec le sujet de la culture d'entreprise. Parce qu'en fait, on le sait, la culture d'entreprise, c'est un peu la base de la marque employeur. La marque employeur, c'est quoi? C'est projeter à l'extérieur sa culture d'entreprise et ses practices d'expérience collaborateur. Mais si tu recrutes quelqu'un finalement qui ne va pas correspondre, bah, tu vas créer du désengagement, de la perte de motivation, tu vas déséquilibrer potentiellement l'équipe dans laquelle la personne arrive, et tu crées d'autres biais. Et finalement, un mauvais recrutement, c'est d'abord on se dit, ah, c'est financier, mais ça peut être bien plus grave. Ça peut quasiment réussir à désaligner une équipe complète en procédant à de mauvais recrutements. Ah ouais, ouais, particulièrement, si la personne n'a pas les bonnes soft skills, je dirais, mais bon, pas que pour ça. Mais c'est vrai, ouais, ouais, clairement, ça a un impact, terrible sur la baisse de morale, l'engagement des collaborateurs et la productivité et bah, selon Forrester, clairement, ça peut avoir un impact négatif sur la cohésion d'équipe dans plus de 60 des cas. Et ça, au-delà de ça, la productivité, ça a un impact sur la baisse de morale à hauteur de 70 des managers. Donc on a un impact collaborateur, on a un impact manager et complètement comment dire? Un désalignement, une fragilisation de plusieurs équipes qui peuvent travailler ensemble. Donc et ça, enfin selon, SHRM, c'est presque jusqu'à 5 fois un salaire annuel. Parce que là, on ne touche pas qu'une seule personne, on touche une équipe. Ouais. Émilie, t'en penses quoi de cette culture d'entreprise et de l'impact que ça peut avoir en cas de non-adhésion? Alors déjà, comme on se l'est dit, la culture d'entreprise ne se décrète pas pour éviter les décalages. Par exemple, on a parlé du tutoiement, il y a aussi, jusqu'à il y a pas si longtemps, l'effet un peu start-up, où tout Mhm. le monde voulait être cool, décontracté, et cetera. Si on parle, d'un grand groupe extrêmement procédurier, pardon, bah, concrètement, il y a décalage. On peut pas, tout faire. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en tant qu'employeur, il y a pas de bonne ou de mauvaise culture d'entreprise. C'est pas un jugement de valeur.
il y a des personnes qui sont plus enclines à se développer dans un type d'environnement A et d'autres dans un type d'environnement B. Le fait de vouloir trop élargir en fait son potentiel revient au point qu'indiquait Marie, c'est-à-dire qu'on récupère des CV en masse, des candidatures en masse, et au final, il y a beaucoup de déchets parce que l'objectif, c'est quand même de se recentrer sur des personnes avec lesquelles on arrive à avancer, avec lesquelles on arrive à se projeter. Et Myriam a juste titre mentionné les soft skills. Ce qu'on voit de plus en plus avec les clients, c'est qu'avec la capacité qu'on a à monter maintenant des onboarding, des formations, des montées en compétences à moindre coût, avec tout ce qui est e-learning, le fait de pouvoir faire du distanciel de plus en plus sur les formations, le blended, en fait, acquérir des compétences techniques, ça fait un peu moins peur aux entreprises. Ce qui fait que le focus est de plus en plus mis sur les soft skills. Parce que ça, par contre, c'est très, très compliqué et très cher à faire acquérir aux collaborateurs, voire impossible. Ouais, on est un peu dans les dérives post-Covid où ce qu'on disait en début de webinaire, hein, où les candidats se voyaient proposer 4-5 offres sur le marché, avaient le choix, et donc naturellement les entreprises avaient envie de plaire à tout le monde, et on disait presque l'entreprise doit s'adapter aux candidats, ce qui est totalement bullshit en fait. Mm. Comme tu l'as dit, hein, Myriam, non. Le candidat doit trouver l'entreprise qui correspond à c'est Et déjà ses ses valeurs. valeurs. Et peut-être que tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah bah moi j'irai pas bosser chez MyRH Line, ça correspond pas à mes valeurs, je vais préférer aller chez Cegid, et Mm. inversement, Mm. tu vois. Et Mm. ça, c'est pas, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas l'entreprise de s'adapter à tout le monde. L'entreprise recherche des compétences et des gens qui détiennent ces compétences et qui vont coller à la culture d'entreprise et à la façon dont les équipes sont managées, etc. Mais ça, Et des c'est... personnes, je me permets, Christophe, qui auront capacité à se projeter. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont s'investir dans l'entreprise. On a beaucoup parlé du volet externe en fait, du recrutement. Il y a tout l'aspect parcours de carrière et mobilité interne. Donc, de plus en plus souvent, il faut quand même avoir une taille critique pour se le permettre, mais au niveau des ATS, dans les procédures des équipes, avant de chercher en externe, on publie l'offre en interne. Et on s'assure qu'on n'ait pas eu des souhaits de mobilité, etc. Et ça, ce n'est envisageable qu'avec une personne qui elle-même se projette en fait dans la structure. ouais, c'est vrai qu'on n'est pas les champions de la mobilité en France. Mais c'est un vrai axe de rétention aussi et de De fidélisation, la perspective. Ouais. mobilité Mm. interne. Ouais. Mm. Il y a une remarque là, quelqu'un qui dit oui, il y a aussi le CDI qui est plus attractif et ça serait mieux de proposer des statuts contractuels ou freelance. Eh ben, si vous avez le numéro de téléphone de Macron, vous l'appelez et vous lui en parlez parce que moi, par exemple, quand je prends un prestat, en fait, je suis obligé de ne pas le prendre sur beaucoup de missions, sinon il est requalifié en CDI. Donc, je suis obligé pour certaines choses d'avoir 3 ou 4 prestats différents pour équilibrer les temps. Pour l'instant, c'est pas quelque chose d'envisageable en France au regard du système légal en place. Mm. Comment on mesure tout ça en termes de... Parce que souvent on dit, bon, on l'a dit, hein, il faut de la data, des KPI, etc. Mais je crois que toutes les entreprises ne mesurent pas encore leurs KPI en recrutement. Donc comment on met ça en place? Qu'est-ce qu'il est important de mesurer? Mais il y a le suivi des agences, par exemple. Ça peut coûter jusqu'à 100 000 €, voire 200 000, ça dépend des entreprises. Donc là, l'objectif, c'est de réinternaliser en fait ces recrutements. Donc on voit très vite l'impact et l'économie qu'on peut faire. Et là-dessus, on a un KPI, Marie. Cet Oui, aspect de... effectivement, on va avoir des KPI, on l'a dit, hein, en termes de alors ROI pur, de quels étaient les coûts précédents et quels sont les coûts maintenant que vous avez mis en place ce nouveau processus, cette nouvelle application, ce nouveau fonctionnement. Mais également des KPI en termes de taux de rétention des candidats à 6 mois.
Ça, c'est les bons KPI à regarder, hein, concrètement. Les KPI dont j'ai parlé tout à l'heure, quel est effectivement mon taux de transformation de candidat, quel est le taux de voilà. Mais aussi des KPI purement opérationnels, hein, combien de temps je mets à répondre à mon candidat. Parce que quel est le pourcentage de candidats auxquels je réponds? C'est déjà une base. C'est-à-dire que fondamentalement, si dans la réalité, j'ai répondu seulement à 50% de mes candidats, c'est-à-dire qu'il y a 50% de mes candidats qui ont eu une très mauvaise expérience parce qu'ils n'ont jamais reçu de réponse. Ça, en termes de marque employeur, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Et en plus, c'est de l'argent que vous avez mis par les fenêtres parce que pour acquérir fondamentalement une candidature, ça a un coût. Hein, voilà. Donc, chaque fois que vous avez un candidat que vous recevez et que vous ne traitez pas, c'est un coût qui est mis complètement à la poubelle. Et en plus, en termes de marque employeur, vous pourrissez votre marque employeur. Donc, c'est hyper important de mettre en place ce type de KPI qui sont des KPI de base. Voilà. Et une fois, bien sûr, qu'on est arrivé à 100% de traitement des candidatures en moins de 2 jours, là, on commence à regarder d'autres KPI. Commençons par la base. Et une fois qu'on a mis en place et qu'on a des process qui fonctionnent bien, on change de KPI parce que forcément, les objectifs changent. Et Émilie, je te laisse compléter parce que je pense que… Oui. Alors, moi, j'en ai 2 que j'aime bien qui sont en fait un peu périphériques aux actions des recruteurs parce que souvent, on a tendance à entendre de la part des opérationnels, ça ne va pas assez vite, ça traîne, il nous manque une ressource, on attend, que fait le recrutement? En fait, il y a la phase un peu en amont où beaucoup de sociétés, en fait, ont ce qu'on appelle des demandes d'autorisation de recrutement et parfois, on se retrouve avec des process un peu alambiqués qui peuvent faire que ça prend jusqu'à 2 mois pour obtenir toutes les signatures et les valideurs nécessaires pour que l'équipe recrutement soit en fait officiellement mandatée pour lancer son fameux recrutement. Donc même avec une productivité extraordinaire des équipes recrutement et les meilleurs outils, si déjà on n'arrive pas à se lancer à temps, on ne fait que courir après le temps. Donc il y a ce point et il y en a un deuxième aussi qui est souvent un petit peu minimisé et qui touche directement l'expérience candidat, c'est les délais de réponse des opérationnels. C'est-à-dire, une fois que le responsable ou le chargé de recrutement a fait sa précale, le temps qu'il va prendre à obtenir la confirmation d'un manager pour dire « Ok, je veux bien le rencontrer, sur quels critères ?» et ensuite à donner un feedback au fameux recruteur pour savoir comment on avance dans le process, c'est également un élément crucial à prendre en compte à la fois dans l'efficacité, mais aussi dans la qualité en fait, des process de recrutement. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire dans le chat qui faisait état de la durée du process de recrutement où effectivement, c'est tout à fait tenable en 6 semaines. Moi, à titre personnel, c'est parfait. Mon process a été fait en 1 semaine. Donc là, c'est royal. Par contre, ça nécessite de la réactivité de la part de tout le monde. Et ça, souvent, c'est un peu minimisé et ça permet aussi de nuancer certains délais de recrutement en tenant compte de tous les acteurs qui sont partie prenante. Ouais, mais c'est parce que toi, tu étais la candidate parfaite. Ils n'ont pas voulu te laisser passer. C'est très intéressant parce que on a des clients qui, en mettant en place des process qui sont vraiment très cadrés, ont réussi à réduire leur temps de recrutement moyen. Donc là, on n'est pas sur un recrutement, on est sur un temps de recrutement moyen à moins de 15 jours. Alors, entre le moment où l'offre est postée et le moment où le candidat a une offre acceptée. Concrètement, les 15 jours, c'est extrêmement court quand on regarde ça. Et c'est leur temps moyen. Voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement fort. Alors, soyons clairs, ils ont pratiquement des SLA internes en termes justement de retour attendu de la part des managers. Il y a vraiment des process qui ont été mis en place qui sont extrêmement limités. C'est possible. Et c'est possible parce qu'effectivement, il y a une vraie volonté derrière. Et donc, pardon, je lis les commentaires en même temps. Effectivement, c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut, et tu l'as dit, Émilie, que le processus il soit bien défini dès le départ et qu'on n'ait pas des processus à 50 000 validateurs, parce que si on a 50 000 validateurs, ça prend du temps. La réalité, elle est là. Et puis, ça veut dire aussi être extrêmement efficace dans les réponses qu'on fait aux candidats. Donc, ça, mais c'est possible. Et je tiens à dire que c'est possible. Imaginez, donc, si vous êtes aujourd'hui à 4 semaines ou à 5 semaines, ou 6 semaines, vous réduisez à 15 jours, voilà. Ouais. C'est le mouton à 5 pattes qui t'a fait dire.
Oui, c'est le 5 pattes, le mouton à 5 pattes qui est payé 3 fois rien, effectivement. Ah, c'est parfait comme candidat, ça. En même temps, mouton à 5 pattes, en vrai, on n'en veut pas, hein, soyons clairs. Hein. Alors, je crois qu'on arrive déjà à 40 minutes. Concrètement, Émilie, comment on s'y prend pour avoir le meilleur projet en matière de recrutement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudra mettre idéalement en place? Alors, forcément, il y a pas de réponse type et idéale. Par contre, il y a certains points auxquels il faut systématiquement, à mon sens, faire attention. C'est que déjà, ce qu'on s'est dit, hein, c'est que quel que soit l'outil, un outil, en fait, supporte des process. Donc, il est important de les cartographier, d'identifier les axes d'amélioration. On peut reciter, par exemple, le cas de la demande d'embauche avec etc. de validation nécessaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien se concentrer en fait sur les tâches à faible valeur ajoutée qui pourraient être automatisables. Ce qui dégagerait d'autant plus de temps aux équipes recrutement pour se focaliser sur des tâches à haute valeur ajoutée. Par exemple, tu as mentionné, Marie, la réponse aux candidats. Le fait d'avoir des accusés de réception en cas de candidature, c'est autant de temps de gagner pour les recruteurs. Le fait de pouvoir avoir tout un système de mail automatique. On a parlé également des opérationnels et pour le recrutement, les entretiens. Il est tout à fait possible aussi d'avoir des synchronisations d'agenda. C'est vraiment identifier de façon assez précise des axes d'amélioration, tout en ayant toujours... Excuse-moi, Ouais. comment tu gagnes du temps sur le tri des CV? Alors, le tri des CV, on a de plus en plus l'IA qui intervient et qui fait non pas des sélections directement, parce qu'il y a eu toute la problématique au niveau du biais, etc. On a plutôt une IA qui va se positionner un peu comme un assistant pour prémâcher le travail. Il y a toujours l'appréciation, l'action humaine. Par contre, on sait que, je crois, en moyenne, un screening de CV, un recruteur met 60 secondes. Là, avec une IA qui lui donne déjà toutes les informations à highlighter, ne serait-ce que pour, en fait, écarter certains CV, c'est d'autant de temps de gagner, en fait, pour les recruteurs. Donc, Ok. effectivement, l'IA est de plus en plus présente et quasiment incontournable, hein, on pourrait dire, au niveau des process de recrutement, que ce soit pour le recruteur ou pour le candidat, avec aussi les autocomplétions de profils, etc. D'ailleurs, à ce sujet, petit point pour les RH, autre préconisation, c'est toujours garder en tête l'expérience candidat. Parce que très régulièrement, on a des recruteurs, notamment sur les postes où il y a de forts turnovers ou alors que c'est volumique, à vouloir se Ouais. faire une CV Tech avec des formulaires à nouveau alambiqués qui prennent jusqu'à 15 minutes à compléter. Ça ne fonctionne plus. Ou alors les personnes qui iront au bout du process, en général, ce ne sont pas les personnes avec lesquelles vous souhaiteriez avancer. Donc, c'est du temps perdu des deux côtés. Donc, bien avoir ce point également en tête. Et enfin, bien penser au plan de communication. Parce qu'on a beau avoir le meilleur outil, s'il n'est pas correctement référencé, si on n'a pas les bons liens, on n'a pas pensé à la multidiffusion notamment. Enfin, pour les cadres, ça devient difficile en termes de visibilité de ne pas republier sur LinkedIn, par exemple. Mm. Donc, ce type de choses à penser. Et en fait, on avait fait une étude chez un client qui avait un taux de conversion extrêmement faible avec très peu de visites de ses offres. Et le premier point qu'on a remarqué, c'est que son site corporate, en fait, institutionnel, ne renvoyait pas vers la bonne page carrière. Il renvoyait vers une ancienne page. Donc, déjà, Pratique. avec des petites choses comme ça, oui, la courbe de progression est exponentielle. Oui, Et en puis termes de... Vas-y, Myriam. j'allais dire pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, et c'est vrai qu'en termes de solutions, là, il y a toute la méthodologie qu'Émilie explique, mais au-delà de ça, c'est vrai, choisir la solution, par exemple, CJDHR Talent Acquisition,
C'est un outil, c'est vrai, qui se différencie du marché sur tous les indicateurs qu'on vient de donner, c'est-à-dire le cycle de recrutement, le nombre de candidats, la qualité des candidats, tout ce qui va être tous ces indicateurs qu'on vous a décrits, c'est des indicateurs qui sont suivis par l'adoption et par Marie, entre autres. Et c'est pas une promesse tenue, enfin, c'est pas une fausse promesse comme une marque employeur, c'est une vraie promesse, c'est-à-dire que CJ Talent et Acquisition, HR4 Talent et Acquisition est vraiment reconnu pour être un des produits les plus performants du marché en termes de recrutement. Donc, on vous invite à venir découvrir si vous avez un projet de recrutement. Ça marche. Marie, tu veux conclure? Moi, je suis pas Allez. Effectivement, merci beaucoup pour Myriam. Effectivement, on vient de le dire, l'important c'est de choisir un bon outil et un outil qui vous corresponde. Pas s'arrêter qu'à un seul outil parce qu'en fait, il n'y a pas que le recrutement, on l'a dit, il y a aussi derrière d'autres outils qui sont nécessaires et qu'il faut informatiser pour avoir le suivi et pour avoir cette data qu'on pourra exploiter par la suite. Les outils d'onboarding, les outils HR qui permettent, et je vais le citer parce qu'on le fait, c'est JDHR, de façon générale, qui permettent de faire le suivi de toute la carrière du collaborateur, de tout ce qui est suivi justement de l'intégration, etc. Donc équipez-vous de façon à voir des données, parce qu'on travaille mieux quand on a des données et quand on exploite des données. Donc ça, c'est vraiment un point. Et n'hésitez pas à nous communiquer, effectivement, si jamais vous avez des projets. Voilà. Et je pense qu'Émilie sera ravie de vous accompagner. Merci à toutes les trois. Merci Myriam, merci Émilie, merci Marie. Merci Christophe. Je vous souhaite une excellente journée. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay demain ou après-demain sur MyRH Line. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.